Soyons honnêtes, certaines personnes sont nées pour être des personnages principaux, et d'autres sont nées pour servir de meubles de soutien émotionnel. Bienvenue de retour à l'Académie Valhalla, là où notre dieu martial réincarné fait de son mieux pour se préparer discrètement à la fin du monde, pendant que les gosses de riches continuent de faire la queue pour servir de quête secondaire. Prenez un truc à grignoter, hydratez les quelques neurones qui vous restent, et continuons de regarder Kim Joo-hyuk humilier sans effort tous ceux qui pensent que nom de famille est une statistique de combat. On ne commence pas avec Kim, mais avec son nouveau rageux préféré, Rokdil Ventric. Dans sa chambre de dortoir de luxe, le lustre tremble comme s'il essayait d'évacuer le bâtiment. Rokdil est en mode démon de la rage et il fracasse les meubles, renverse les tables, et fait pleurer tous les décorateurs d'intérieur d'Europe au niveau spirituel. Pourquoi? Parce qu'un orphelin lui a dit non. À lui, Rokdil Ventric, fier descendant direct de la famille Ventric, ancien Golden Boy de la British Academy avant son exclusion, autoproclamé protagoniste principal de l'Europe. Il repasse l'humiliation en boucle dans sa tête, il a offert du pouvoir, des contrats, un accès VIP à leur pseudo-constellation chelou, et Kim Joo-hyuk a, en gros, répondu « Non merci, j'aime bien respirer ». Impensable. Debout contre le mur se tient son assistante, une fille blonde, silencieuse, raide, manifestement habituée à ce genre de crise. Elle ne bronche même pas quand un vase explose près de son pied. Pour elle, c'est juste « mardi ». Rokdil finit par arrêter de dévaster la pièce et se retourne vers elle, les yeux en feu. Il l'appelle par son prénom sèchement, comme on claque un ordre à un chien. Elle se fige, les mains croisées devant elle, le regard baissé. Elle sait ce qui arrive, et elle sait que ce sera, ce ne sera pas juste. Il s'approche, attrape une poignée de ses cheveux et lui tire la tête en arrière. Cruauté calme et contrôlée. Il lui demande si elle se considère toujours comme la fille aînée d'une branche de famille palatine, en gros, si elle ose encore se voir comme autre chose que son outil jetable pour les corvées. La fille ne répond pas. Elle ne hoche pas la tête, ne la secoue pas. Elle tremble juste, légèrement. Mauvais choix. Il exige une réponse, sa voix tombant dans un registre plus froid. Il la menace de la virer du groupe, de la priver du peu de protection qu'elle a. Pour elle, ce serait une exécution sociale. Elle se brise immédiatement. Elle le supplie de ne pas la rejeter, la voix qui se fissure tandis qu'elle le prie. Ce n'est plus une question de fierté, c'est de la survie. La seule réponse de Rokdil est de la projeter au sol avec assez de force pour qu'elle glisse sur le parquet. Puis, comme si tout ça faisait partie d'une procédure RH tout à fait normale, il lui explique ce qu'elle va faire, elle va appeler Dazara, le type qu'il utilise quand il veut que des problèmes disparaissent. Elle va aussi contacter un deuxième année de la famille Sunrise. Il a un petit boulot à lui confier. La cible, évidemment, c'est Kim Joo-hyuk. La fille, toujours à genoux, les cheveux en bataille et le corps tremblant, répond calmement qu'elle a compris. Elle a peur. Mais elle obéit, parce que dans cette académie, le pouvoir ne se contente pas de te mettre un coup de poing, parfois, il te traîne d'abord par les cheveux. Pendant ce temps, dans une chambre bien moins dramatique des dortoirs de Valhalla, Kim Joo-hyuk est assis en tailleur sur son lit, les yeux fermés, entouré d'une faible lueur de mana bleue. De l'extérieur, on dirait un étudiant sérieux en pleine méditation pour atteindre l'illumination. De l'intérieur, ça ressemble plutôt à essayer d'installer Windows 11 sur un grille-pain. Le mana tourne autour de lui, puis soudain, son corps se rebelle. Il tousse violemment, recrachant un nuage de fumée comme un moteur cassé. Il ouvre les yeux et soupire. Voilà. Il oublie toujours un détail, ce corps est nul. Il a l'esprit de Kim Aino, l'homme qui a déjà mis le roi de la destruction à genoux à coups de poing, mais ce corps de lycéen de seconde main a déjà du mal avec une bourrasque de vent, alors faire circuler du mana de haut niveau, n'en parlons pas. Il arrête de méditer et se laisse tomber contre le dossier de sa chaise, repassant ce qui s'est passé plus tôt dans l'après-midi. Il venait tout juste de rentrer au dortoir après les cours. Le couloir était calme, la lumière du soleil filtrait par les fenêtres, et Kim planifiait sa soirée dans sa tête, manger, chercher des informations sur les coffres, et ensuite peut-être ne pas mourir pendant un petit moment. Il est arrivé devant sa porte. Et là des pas. Il n'a même pas eu besoin de se retourner pour savoir qui c'était.
La fille aux cheveux blancs, encore. Elle l'avait déjà approché une fois, pour lui demander de lui enseigner l'escrime. Il avait refusé sans la moindre hésitation. Cette fois, elle l'a suivi jusqu'à l'entrée du dortoir, répétant sa demande avec la persistance d'une notification que tu fermes, et qui réapparaît 10 secondes plus tard. Elle a reposé la question quasiment mot pour mot. Enseigne-moi. Enseigne-moi ton épée. Enseigne-moi comment tu as combattu dans l'arène. À ce stade, n'importe quel protagoniste normal de n'importe quel autre manhwa commencerait à voir des paillettes, des drapeaux de backstory tragiques, et un énorme panneau aux disciples potentiels. Kim? Lui, il entend un travail en plus et perte de temps. Alors il balance le premier chiffre qui lui passe par la tête. 10 millions de wons par cours. Pas au total. Par cours. C'est sa façon de dire, je ne suis pas intéressé. Dégage. Il s'attend à ce qu'elle abandonne, pleurniche un peu, puis disparaisse comme un personnage secondaire recalé au casting. À la place, son visage se décompose une seconde blessée, déçue puis elle se contente de marcher en silence à ses côtés. Il suppose que l'histoire est close et tend la main vers la poignée de sa porte. C'est là qu'elle fait quelque chose de vraiment dangereux. Elle lui demande son téléphone. Il cligne des yeux, perdu. Ça, ce n'est pas dans le protocole standard de rejet. Il exige de savoir ce qu'elle compte faire. Elle, le visage complètement sérieux, lui explique qu'elle va ajouter son numéro pour pouvoir lui envoyer le paiement plus facilement. Dans sa tête, il se dit, tu ne vas quand même pas. Avant qu'il puisse finir sa pensée, son téléphone vibre. Notification bancaire. Il baisse les yeux. 100 millions de wons. Pas 10. Pas 20. 10 cours payés d'avance. Cash. Maintenant. Kim Joo-yeok, ancien dieu martial de la destruction, conquérant de Tours, homme qui a déjà tenu le destin du monde au bout de son poing, reste planté là, figé, à fixer l'écran comme un lycéen de 17 ans qui vient d'ajouter un 0 de trop à sa recharge mobile. Pendant quelques secondes, son âme quitte son corps. Puis l'instinct revient. Il claque qu'il n'accepte pas ça. Il annonce qu'il va simplement refuser la transaction et basta. Argent remboursé, problème réglé, pas de disciple. Elle ne discute pas. Elle se contente de tourner les talons et de partir doucement, les épaules basses, persuadée que tout est terminé. Mais maintenant, de retour au présent, dans sa chambre plongée dans la pénombre, assis dans sa chaise avec ce souvenir qui tourne en boucle, il ne pense plus à elle. Il pense à l'argent. Comment une lycéenne peut avoir 100 millions de wons qui traînent, marmonne-t-il. Ses doigts tapotent la coudoir. S'il accepte, il n'est pas obligé de tout lui enseigner. Il peut filtrer ce qu'il transmet, les bases, la posture, quelques techniques et garder les vrais secrets meurtriers pour lui. Et soyons honnêtes, il a des problèmes que l'argent peut aider à régler. Équipement. Matériaux. Préparatifs pour le retour de la tour. Tous les coups cachés d'une vie où tu te prépares à un raid de 5 ans en avance. Il fixe son téléphone. La partie vertueuse de son cerveau se racle la gorge et dit, tu devrais rembourser. Tu vaux mieux que ça. La partie pratique pointe la rangée de 0 et répond, on ne vaut pas mieux que ça. Au final, c'est la réalité qui gagne. Il se penche en avant, les yeux plissés, et décide calmement, très bien. Il prendra l'argent. Il la formera. Il fera juste en sorte de ne pas trop casser la timeline. Et sur ce, il se lève de sa chaise. Parce que ce soir, il n'est plus seulement un réincarné fauché. Ce soir, il est un réincarné fauché, mais riche, en mission. Kim s'enfonce dans la nuit, en direction des montagnes de Valhalla. Les lumières de l'académie s'éteignent derrière lui tandis qu'il progresse entre les arbres, l'air devenant plus froid, plus sombre. Les ombres s'allongent, et la forêt semble lourde comme si elle se souvenait de lui. Il n'est pas venu pour prendre l'air ou faire du sport. Il est venu pour se cambrioler lui-même. Il y a 300 ans, quand le monde était sur le point d'être effacé par la tour de la destruction, il avait compris quelque chose d'important, il n'existait aucune banque sûre pour quelqu'un comme lui. Aucun système,
aucune institution, aucun coffre qui puisse encaisser l'effondrement d'un donjon de fin du monde par-dessus. Alors il a créé les siens. Il a caché plusieurs coffres-forts secrets dans la région, enterrés et renforcés si profondément que même si le monde brûlait, ses biens survivraient. En fouillant après sa réincarnation, il a découvert que la plupart de ces coffres avaient été détruits avec le temps. Guerre, chantier, catastrophe, la routine. D'après ses calculs, seuls quelques-uns pourraient encore exister. 4, peut-être. Réalistement 3. Tous proches des montagnes de Valhalla. Et ce soir, il va en ouvrir un. Il se place au milieu d'une clairière, ancre ses pieds, et expire. Un mana bleu s'écoule lentement de son corps vers le sol. C'est faible comparé à sa vie d'avant, mais sa technique, elle, est parfaite. Il envoie un motif de recherche pas pour du métal, pas pour de la pierre, mais pour un type de marbre précis, imprégné de sa propre magie 3 siècles plus tôt. Au moment où ce marbre sent l'aura de son propriétaire d'origine, il est censé résonner, répondre, le rappeler. Le sol vibre. Un cercle bleu néon apparaît sous l'herbe, luisant doucement comme si quelqu'un avait allumé un spot magique caché. Trouvé. Kim s'avance vers le cercle, sort une pelle en fer, et regrette immédiatement sa situation actuelle. Ce corps est vraiment pitoyable, grommelle-t-il en commençant à creuser. Chaque pelletée de terre paraît plus lourde qu'elle ne devrait. Ses muscles tirent. La sueur perle déjà sur son front bien trop tôt. Mais il continue. La terre vole. Le temps passe. Son dos proteste. Finalement, le métal racle la pierre. Il lâche la pelle et utilise ses mains pour dégager le reste de la terre, révélant une immense porte ancienne incrustée dans le sol. L'un de ses vieux coffres. Il le fixe un instant, mi-fier, mi-agacé. Si j'avais su que ce serait moi qui devrais le déterrer, pense-t-il, je l'aurais enterré moins profond. Sans l'effondrement de la tour, il n'en aurait même pas eu besoin, il aurait tout encaissé et serait parti à la retraite comme un héros post-apocalypse normal. Mais la tour est tombée. Le monde a tremblé. Et il est mort. Et pourtant, le coffre est toujours là, intact et têtu à l'image de celui qui l'a construit. Il n'y a pas de trou de serrure pour une clé physique. Bien sûr que non, ça aurait été stupide. À la place, il y a une fente, une mince rainure verticale faite pour accueillir quelque chose de non matériel. Kim lève la main et façonne du mana bleu brut en une ligne nette et rigide une clé faite de magie pure. Il l'insère dans la fente. Pendant un battement de cœur, rien ne se passe. Puis la rainure s'illumine, flamboyante, du même bleu néon que le cercle. Les mécanismes se réveillent. La lourde porte du coffre commence à s'ouvrir dans un grondement. Il agrippe le bord et tire, tous les muscles de son corps d'ado fragile hurlant pendant qu'il ouvre juste assez pour se glisser à l'intérieur. Puis il pénètre dans la chambre. C'est comme entrer dans le rêve éveillé d'un dragon. Lingots d'or empilés. Montagne de pièces. Bijoux qui scintillent derrière des vitrines. Artefacts soigneusement alignés. L'air lui-même sans l'argent et la vieille magie. Impossible de s'en empêcher et il sourit. Ça faisait longtemps, pense-t-il en balayant son ancien trésor du regard. Le meilleur dans tout ça, cette fois, le monde n'est pas encore en train de s'effondrer. Il n'a pas besoin de tout dilapider dans la panique. Il peut choisir calmement ce dont il a besoin, convertir, redistribuer, et financer ses préparatifs. Il s'avance et repère ce qu'il est venu chercher, une rangée de pierres de stockage incrustées dans le mur. De petits blocs faiblement lumineux qu'il avait un jour remplis de son mana pour stabiliser et maintenir le coffre au fil des siècles. Il en saisit une. Dès que ses doigts se referment dessus, elle s'embrasse d'une lumière bleue vive, réagissant avec la joie d'un animal de compagnie qui retrouve son humain après 3 vies. La magie s'en déverse, parfaitement intacte. Exactement comme il l'espérait. Une pierre de stockage comme ça, c'est une batterie magique qui ne croit pas au concept de date de péremption. Il arrête d'absorber pour l'instant. D'abord les priorités, il doit s'en servir, pas tout vider sur place. Le plan est simple, charger d'abord les objets de valeur les plus légers, bijoux,
artefact rare, dans son espace de stockage. Les lingots d'or et le gros du matériel viendront ensuite. Avec le problème d'argent réglé pour un bon moment, il peut enfin s'attaquer à l'autre type de problème. Le problème tour. Le problème panneau cosmique qui ne me lâche jamais. Ellipse. Retour du jour sur Valhalla. Kim est affaissé sur sa chaise sur le campus, à moitié endormi, le corps endolori dans des endroits dont son ancien lui, en pleine forme, ne se souvenait même pas. Quel esprit normalement constitué, grommelle-t-il pour lui-même, planifie de construire un coffre-fort encore une fois, plus tard? Ses muscles le font toujours souffrir juste à cause de ce petit chantier. Refaire des coffres maintenant serait du pur masochisme. Pendant qu'il débat d'ingénierie structurelle dans un futur hypothétique, elle réapparaît. La fille aux cheveux blancs. Elle n'a pas abandonné. Elle marche directement vers lui et, une fois encore, lui demande de lui enseigner l'escrime. Pas timidement. Pas en s'excusant. Mais fermement. Avec ce mélange de désespoir et de détermination qu'on ne voit que chez les gens qui savent qu'ils ont du retard, et qui en ont marre de rester derrière. Cette fois, Kim la regarde d'un air pensif. Il lui demande pourquoi elle est aussi obsédée par lui, précisément. Elle vient de la famille Trojan, une grande maison avec accès à des ressources absurdes et à des instructeurs de premier rang. Elle pourrait s'entraîner avec son père, ses proches, des maîtres d'armes officiels. Alors pourquoi courir après un étudiant transféré malpoli qui vient d'arriver, a pris la première place à coups de poing, a envoyé balader la moitié de l'académie, et l'a déjà rejeté 2 fois? Elle baisse les yeux un instant, les doigts crispés. Puis elle dit simplement qu'elle n'a jamais vu personne manier une épée comme lui. Ni son père. Ni les instructeurs. Ni les grands noms dont elle a toujours entendu parler. À ses yeux, son épée à lui, c'est la vraie. Pendant une seconde, Kim est sur le point de répondre non encore une fois, juste par habitude. Mais avant qu'il puisse le faire, la voix d'un professeur l'appelle derrière lui. Kim Lee-gon se tient près de la porte de la salle des profs et lui fait signe d'approcher. Apparemment, le petit pari de la classe de simulation a donné naissance à de la paperasse. Kim se lève. La fille le regarde, manifestement terrorisée à l'idée que ce soit la fin de la discussion. Que s'il s'en va maintenant, la réponse restera non pour toujours. Il s'arrête. Puis, presque comme s'il y pensait à la dernière seconde, il lâche une simple phrase par-dessus son épaule, demain. Terrain d'entraînement. 6 heures du matin. Elle cligne des yeux. Elle a bien entendu? Qui marque un sourcil. Tu ne veux pas de cette chance? Son cerveau rattrape enfin la conversation. Elle incline la tête précipitamment et promet qu'elle sera là, quoi qu'il arrive. Il répond par un grognement vaguement approbateur et s'en va, la laissant seule dans le couloir avec le cœur en train de faire des saltos. Donc, récapitulons, coffre, sécurisé. Crise de thunes, provisoirement résolue. Mission secrète liée à la tour, en cours. Et maintenant, une candidate disciple extrêmement déterminée, débloquée. Dans la salle des professeurs, Kim s'assoit en face de Kim Lee-gon, qui a la tête d'un homme qui a vu beaucoup trop de chaos en 72 heures. Il ne perd pas de temps en bavardage. Il explique, la demande d'accès au bâtiment de la constellation a été approuvée. Kim a le droit de descendre au premier sous-sol. En aucun cas il n'a le droit d'aller plus bas. Ni deuxième sous-sol. Encore moins le troisième. Ce n'est pas juste de la paperasse. C'est l'ordre direct du directeur. Kim hoche la tête comme un élève modèle. Puis demande immédiatement quand il peut y aller. Kim Lee-gon, qui s'attendait à au moins un peu d'hésitation, lui répond qu'il peut y aller ce soir, s'il veut il a un créneau d'une demi-heure. Kim ne réfléchit même pas. Il accepte. L'instructeur l'observe en silence, se demandant si ce gamin va se plaindre de la restriction. À sa grande surprise, Kim ne dit rien. Il se contente d'enregistrer l'information. Plus tard dans la nuit, le bâtiment de la constellation brille comme un temple au cœur de l'académie. 2 gardes montent la garde devant l'entrée, habillés de noir, le regard aiguisé. Les murs extérieurs sont couverts de couches de magie, sceaux, barrières, protection, tout sauf un néon, prière de ne pas faire exploser le bâtiment. Kim arrive avec Kim Lee-gon. En s'approchant, il pose une question en apparence innocente, qu'est-ce qu'il se passe si quelqu'un descend au 2e sous-sol?
L'instructeur ne maquille pas la vérité. Ce n'est pas un crime, dit-il. On ne t'arrêtera pas. Mais tu seras expulsé. Et petit détail, le flux incontrôlé de puissance de constellation, là-dessous, te briserait l'esprit comme du verre. Ceux qui y touchent ne repartent pas avec leur santé mentale. Techniquement donc, oui, tu pourrais descendre. Tu arrêterais juste d'être une personne, c'est tout. Kim hoche la tête comme s'il venait d'entendre parler d'un simple problème de bruit dans le voisinage. À l'intérieur, pourtant, il mémorise chaque mot. Parce que pour lui, la cible, ce n'est pas seulement le premier sous-sol. C'est le troisième. L'endroit dont le panneau lui a parlé. L'endroit où sont censés se trouver ses armes et ses souvenirs perdus. Ils entrent dans le bâtiment. Un panneau s'allume, identique à celui de la tour il y a 300 ans. Une fenêtre translucide apparaît devant ses yeux avec des instructions familières, le guidant plus loin. Si ça avait été un étudiant ordinaire, ce serait un avertissement à ne pas continuer. Pour Kim, c'est un marqueur de quête. Et puisqu'on parle de marqueur de quête, pendant un instant, même son panneau de système semble bugger comme s'il essayait de charger une quête secrète. Un tout petit message surgit dans un coin, « Attention, spectateur. Vous avez manqué une action cruciale pour une chance optimale. » Puis il disparaît. Écoutez, je ne sais pas qui a codé ce truc, mais si votre écran a aussi bugué à ce moment-là, c'est probablement l'univers qui vous signale que le bouton like se sent très seul et que le bouton s'abonner n'a pas été touché depuis la dynastie Joseon. Bref. Faisons comme si de rien n'était. Retour à la visite guidée du donjon. Kim est conduit vers le bas, toujours plus bas dans le bâtiment. Les escaliers s'enroulent. L'air s'alourdit. Il arrive à un niveau qui ressemble moins à une installation scolaire qu'à une vieille prison arrangée de cellules grillagées, pierres épaisses, lumière faible. Il est pourtant certain que la salle des constellations est censée se trouver uniquement au premier sous-sol. Rien, ici, ne ressemble à une grande salle sacrée pleine de reliques divines. Puis le panneau réapparaît. Un message se déclenche. Conditions remplies. Destination ajustée. Il n'a pas le temps de se plaindre du manque d'explications dans l'interface. Le monde autour de lui tremble puis s'effondre. Quand sa vision redevient claire, il se tient dans un autre endroit. Silencieux. Vide. Inconnu. Mais en même temps très familier. Parce qu'en face de lui l'attend un homme aux cheveux blancs, avec des lunettes étranges et un visage qu'on ne peut pas oublier, même après 300 ans, Brass. Le roi de la destruction. Le dernier boss qu'il a tué dans sa vie précédente. L'homme dont la tour lui est tombée dessus. Brass a l'air presque amusé. Il le salue comme quelqu'un qui croiserait un ancien collègue au bureau, 300 ans, dit son ton. Ça faisait longtemps. Kim ne le laisse même pas finir l'idée. Il avance et lui colle un poing en plein visage. Sans sommation. Sans discours. Sans « comment tu vas ?» Brass vacille. Il essaie de parler. Kim le frappe de nouveau. Brass lève la main, tenté de lui demander de se calmer, de proposer une conversation civilisée entre deux légendes. Kim répond avec un troisième coup de poing, chargé de 3 siècles de rage, de frustration et de traumas professionnels non résolus. Il ne compte pas laisser passer ça. Cet homme a ruiné son futur, son temps, ses biens patiemment accumulés, son honneur, tout. S'il y a bien quelqu'un dans l'univers qui mérite une raclée avant de négocier, c'est lui. À la fin, quand ses phalanges commencent à protester et que Brass est allongé par terre comme une divinité déchue, Kim accepte enfin de l'écouter. Brass s'essuie le sang au coin des lèvres et demande à Kim s'il n'est vraiment pas curieux de savoir où ils sont. Kim admet à contre-cœur que si, un peu. Parce que cet endroit n'a pas l'air d'un lieu physique normal. Brass explique, ce monde, cet espace, se trouve à l'intérieur d'une relique. Une dimension imaginée, contenue dans un objet. Le corps de Kim n'est pas là. Il est ailleurs, sans doute debout, parfaitement immobile, quelque part dans le bâtiment de la constellation. Ce qui est ici, c'est sa conscience, aspirée dans le domaine de la relique. Quant à Brass lui-même,
Son vrai corps a disparu. Détruit, il y a 300 ans, pendant ce dernier combat. Après sa mort, son essence son mémoire a été absorbée par une relique, puis élevée. Il a grimpé les échelons et est devenu une constellation. Un boss final mort, promu au rang de divinité sponsor. L'œil de Kim tressaille. Bien sûr que le type qu'il a réussi à tuer a été promu au Panthéon pendant que lui se réincarnait en lycéen sous-staté. Naturellement, la seule réaction correcte à cette nouvelle, c'est un coup de poing de plus. Brass l'encaisse avec la dignité d'un homme qui sait qu'il l'a mérité. Une fois que la tension redescend agressivement tendue au lieu de meurtre immédiat, ils peuvent enfin parler correctement. Brass raconte qu'après sa défaite, il a repris conscience enfermé dans cette relique, sans pouvoir, sans liberté, sans contexte. Pendant 300 ans, il est resté coincé là, scellé, incapable de faire autre chose qu'exister et attendre. Puis le panneau est apparu. Pour lui. Pour Kim. Pour quelqu'un d'autre. Il explique qu'il a reçu une notification avec une mission claire, trouver le Kim Joo-hyuk réincarné et l'aider à récupérer ses souvenirs. En même temps, Kim avait reçu sa propre version du message, récupérer les armes perdues. Récupérer les souvenirs perdus. Quelque chose à propos de la propriété de la tour de la destruction. Et une partie du texte, en bas, censurée, recouverte de symboles étranges. Kim réalise, avec un malaise grandissant, que quelque part dans cette zone censurée se cache la raison pour laquelle il est désormais reconnu comme propriétaire de la tour. Brass n'a pas toutes les réponses non plus. Certains de ses souvenirs ont disparu. Il sait qu'il y avait un troisième intervenant, louche lié au transfert de propriété, mais les détails ont été effacés comme si quelqu'un les avait barrés au marqueur divin. Il ne sait qu'une chose avec certitude, les épées de l'ancien village de Kim, les 4 épées du village sont devenues des reliques sacrées. Et l'espace où il se trouve est lié à ces armes. Ce royaume est leur monde intérieur. Et tant que Kim possède l'une de ces épées, ce lien avec Brass avec la constellation restera. Kim a envie de refuser ça par principe. Mais il y a un problème, la nouvelle mission affichée sur son panneau est marquée comme n'étant réalisable qu'avec l'arme du village. Qu'il apprécie Brass ou non, il est maintenant coincé avec une lame qui abrite un ex-boss final suffisant, et une chaîne de quêtes qu'il n'a jamais demandé. Il quitte cet espace avec une conclusion, cette timeline est encore plus bordélique qu'il ne le pensait. À l'extérieur du bâtiment de la constellation, Kim ligonne attend nerveusement. Le temps est presque écoulé. L'accord parlait d'une demi-heure. Pas plus. Quand quelque chose finit enfin par apparaître près du bâtiment, ce n'est ni un corps effondré, ni un groupe de gardes paniqués. C'est Kim Joo-hyuk, qui sort comme s'il venait juste de faire un tour à la librairie. Les gardes le fouillent, à la recherche d'objets volés ou de reliques non autorisées. Ils ne trouvent rien d'anormal. Kim ligonne lui demande immédiatement s'il a fait quelque chose de bizarre. Kim hausse les épaules et répond qu'il a juste regardé un peu autour de lui, sans aller plus loin. Après tout, il n'a aucune envie de se faire exploser la tête. Techniquement, ce n'est pas un mensonge. L'instructeur, suspicieux mais coincé par le manque de preuves, lui dit de rentrer au dortoir se reposer. Kim acquiesce, quitte le bâtiment et reprend le chemin des dortoirs. En route, il repense sans cesse à sa conversation avec Brass. Au panneau. Aux lignes censurées. À ce mystérieux troisième intervenant. Au fait que son épée de village est maintenant une relique habitée par une constellation qu'il méprise. Il serre le manche de l'épée à sa taille, sentant une faible lueur bleue pulser à l'intérieur. Il voudrait la jeter. Il voudrait la briser. Il voudrait plonger dans le premier volcan venu en lui faisant un adieu dramatique. Mais il ne peut pas. Parce que le panneau de mission est clair, quoi qu'il arrive, quoi que cache la réapparition de la tour, il aura besoin de cette arme pour y faire face. Et pour l'instant, il y a un problème plus urgent qui marche droit vers lui. Sur le chemin du retour à travers le campus, Kim remarque un groupe d'étudiants qui barre le passage quelques mètres plus loin. Ils portent l'uniforme des deuxièmes années, et leur posture hurlon se croit important. L'un d'eux s'avance, un blond avec des boucles d'oreilles et la suffisance de quelqu'un qui n'a jamais perdu un combat qu'il avait lui-même commencé, uniquement ceux qu'il a sous-traités.
Il exige l'identification de Kim, jouant les policiers de la circulation version campus. Kim le fixe en silence. Derrière le blond se tient tout un groupe de deuxièmes années de la famille Sunrise, avec un type très clairement aux commandes, Ulrich Sunrise, fils aîné de la lignée Sunrise. Il regarde Kim comme s'il évaluait un insecte. Avec ce ton si particulier que les nobles adorent, il explique, les seniors sont partis en sortie. Lui et ses amis ont du temps libre. Les premières années doivent montrer du respect. Qu'il se présente correctement. Kim se demande, pas pour la première fois, quel genre de système scolaire laisse des brutes se balader comme des mini-boss bénévoles. La réponse, évidemment, c'est le genre qui considère que sélection naturelle est une méthode pédagogique. Il ne dit rien. L'un des sbires, cheveux plus courts, égaux plus longs, décide qu'il en a assez du silence. Il s'avance en faisant tournoyer quelque chose dans sa main, un couteau rouge sans bien aiguisé. Il se met à baratiner sur la différence entre première et deuxième année, sur leur niveau supérieur, sur la façon dont les contrats avec les constellations séparent les enfants des adultes. C'est là que Kim bouge. Un pas. Une rotation. Son pied percute le torse du type comme un boulet de canon. Le voyou est projeté en arrière, l'air chassé de ses poumons, avant de s'écraser au sol et de glisser jusqu'à heurter un mur dans un bruit sec. Silence instantané. Toute la fausse assurance disparaît de l'air. Kim regarde les autres. Suivant, dit son expression. Où taisez-vous? Les yeux du blond s'écarquillent. Kim dégaine son épée, l'épée du village, celle liée à Brass, celle qui, dans sa main, semble enfin à sa place. La prise est parfaite. Ses doigts se referment sur la garde, et pour la première fois depuis sa réincarnation, il ressent un poids familier. Il leur annonce calmement, s'ils comptent attaquer, alors il ferait mieux de s'y mettre tout de suite. Parce que plus ils traînent, plus ça va être moche. 3 heures plus tôt, dans la chambre de luxe de Rockdale Ventric, ce combat était en train d'être planifié. Après avoir maltraité son assistante et gravé la peur de la pauvreté dans son âme, Rockdale s'est assis face à Ulrich Sunrise. Il lui a exposé sa demande toute simple, il y a un élève de première année, premier du classement, venu de nulle part, sans contrat divin, clairement plus faible qu'un deuxième année dûment béni. Rockdale veut qu'on lui donne une leçon. La récompense? Des avantages immédiats pour la famille Sunrise. Des faveurs. Des connexions. Tu grattes mon ennemi, mon organisation te gratte le dos. Ulrich n'hésite même pas. Il entend en première année faible, il entend en faveur de la lignée principale Ventric, et dans sa tête, la récompense est déjà dépensée. Et je suis désolé, je dois interrompre le récit une seconde. Pourquoi, dans chaque manhwa, le méchant se speedrun lui-même vers la catastrophe comme si c'était un hobby professionnel? Bref, retour à Rockdale, qui remplit consciencieusement son formulaire. S'il vous plaît, ruinez ma vie. Ulrich accepte, en claquant la porte derrière lui avec toute la confiance d'un homme persuadé qu'il part farmer un mob facile. Dans sa tête, les calculs sont simples, les deuxièmes années de Valhalla ont déjà passé des contrats avec des constellations. Les premières années, non pas avant leur deuxième semestre, quand ils entrent officiellement dans la salle des constellations. Contractant contre non-contractant, c'est un peu adulte contre enfant. Donc même si ce rookie est doué, l'écart divin est énorme. Ajoutez à ça le fait que Kim Joo-yeok n'a aucun gardien officiel actif. Du point de vue de Ulrich, c'est une victoire garantie. Il n'a aucune idée qu'il est sur le point de speedrun sa propre humiliation publique. Retour au présent, le combat commence vraiment. Les deuxièmes années réalisent enfin que ce n'est pas juste une manœuvre d'intimidation. Kim ne bluffe pas, et il n'a pas l'air impressionné par leur nom, leur contrat, ni leur constellation. Un des sbires fonce avec son couteau rouge. Il ne finit même pas sa menace. L'épée de Kim scintille. Le type est envoyé valser, son arme vole, et son visage est réaménagé. Un autre tente une attaque par derrière, espérant le prendre en traître. Il n'arrive pas loin. Kim sent le changement dans l'air, pivote, et sa lame s'écrase latéralement contre la mâchoire du gars, l'envoyant tournoyer comme une poupée cassée. Les autres regardent, sous le choc. Où sont les compétences flashy? Les buffs brillants? Les attaques de niveau constellation?
Il ne voit rien de tout ça. Tout ce qu'il voit, c'est de la technique pure. Chaque coup est mesuré. Chaque impact atterrit exactement là où il fera le plus de dégâts pour le moins d'efforts. Pour Kim, ce n'est pas une bagarre désespérée. C'est de l'échauffement. Le leader blond réalise rapidement qu'il y a un problème. Jusqu'ici, les deuxièmes années en tant que vétéran pré-contrat auraient dû dominer mécaniquement n'importe quelle première année. Mais leur avantage se fait déchirer sous leurs yeux. Chaque fois qu'ils s'approchent, ils se font découper. Chaque fois qu'ils essaient de l'encercler, ils brisent leur formation. Ils ne se surexposent pas. Ils ne friment pas. Ils ne se précipitent pas. Ils les démontent simplement, un par un. De l'extérieur, ça a presque l'air paresseux. De l'intérieur, ça ressemble à se faire heurter par un camion poli. Bientôt, la plupart des sbires sont au sol, serrant leurs côtes et leur ego. Le blond le fixe avec un mélange de rage et de peur. Il tente de rassembler ses camarades, hurlant que Kim n'est qu'un rookie, un nobody, une première année. Personne ne bouge. Alors, avec tout le courage d'un homme qui vient de réaliser qu'il est peut-être le sacrifice principal du rituel, il charge lui-même. Il se rue vers l'avant, et sent soudain une caresse glacée sur son flanc. L'épée de Kim l'a déjà touché. La coupure n'est pas spectaculaire. Pas d'explosion, pas d'onde d'énergie hurleuse. Juste une frappe précise, contrôlée, qui fait s'effondrer son équilibre et sa confiance en même temps. Il ne sait même pas à quel moment Kim s'est rapproché suffisamment pour le toucher. Le temps qu'il commence à analyser la situation, c'est fini. Il s'écrase au sol. Kim s'accroupit près de lui et lui met quelques petites tapes sur la joue pour le réveiller. Quand le blond gémit et entr'ouvre les yeux, Kim pose enfin la question qui flotte dans l'air depuis le début de l'embuscade, « Qui t'a envoyé ?» Le garçon essaie d'esquiver, marmonnant qu'ils sont juste des aînés, qu'ils veulent simplement corriger un première année insolent, rien de plus. Kim n'y croit pas une seconde. Des brutes comme ça ne se coordonnent pas ainsi sans sponsor. Quelqu'un est derrière tout ça. Quelqu'un de riche, de rancunier, de blond, et qui adore déléguer le sale boulot. Kim se moque de leur soi-disant loyauté, tous si enthousiastes à l'idée de battre un première année, pour finir en tas misérable sur le sol. Il tourne les talons pour s'en aller. C'est là que le blond l'appelle, désespéré. Il le prévient, si ça s'ébruite, ce sera Kim qui sera puni, pas eux. Tout un groupe de deuxième année contre un seul première année. L'histoire sera vite transformée en un rookie violent à agresser ses aînés, et c'est lui qui se retrouvera menacé d'expulsion. Kim s'arrête. Puis se retourne avec un sourire qui n'a rien de sympathique. Il lui explique calmement que, justement, il ne voit aucun problème à ce que l'affaire s'ébruite. En fait, ça pourrait être très divertissant. Imaginez l'histoire qui se répand sur le campus, tous ces deuxièmes années se sont ligués contre un première année, et se sont fait rouler dessus. Humiliant. Pour eux. N'importe quelle guilde qui envisagerait de les recruter verrait ça dans leur historique et enverrait leur candidature à la poubelle sans même les ouvrir. S'ils tiennent vraiment à leur avenir, ils devraient prier pour que personne n'entende parler de ce moment. D'un coup, le blond voit la situation sous un angle très différent. Ce n'est pas l'avenir de Kim qu'ils tiennent entre leurs mains. C'est le leur que Kim tient dans la sienne. Il suffirait d'une rumeur, d'un enregistrement, d'une fuite et cette scène deviendrait leur CV permanent. Le deal est donc très simple, ils gardent le silence. Ils font comme si rien ne s'était passé. Ils se traînent jusque chez l'infirmier et lèchent leurs blessures. En échange, ils ne ruinent pas leur carrière avant même qu'elle commence. Kim les laisse là, cabossés, en pleine remise en question existentielle. Ellipse. Il est 21h28. Dans sa chambre, Rockdale Ventric est assis au bord de son lit, le téléphone à la main, les yeux rivés sur l'écran comme un joueur compulsif attendant le résultat d'un pari. Il attend l'appel de Merrick Sunrise, son contractant dévoué, le type censé lui livrer une correction bien propre et à sens unique pour Kim Joo-yeok. Le téléphone finit par sonner. Rockdale décroche instantanément, sans même un bonjour. Il exige de savoir si la mission est accomplie. Le rookie a-t-il été brisé? La leçon a-t-elle été donnée? Un silence s'installe à l'autre bout.
Puis Merrick prononce tranquillement le nom du contractant qu'il a essayé de cibler. Kim Joo-yeok. Il admet, avec une honte visible, qu'il se retire du travail. C'est fini pour lui. Il ne touchera plus jamais à cette cible. Il renonce à toute responsabilité, toute tentative future, toute implication dans cette histoire. La ligne reste muette un long moment. Rockdale Ventric, qui pensait avoir trouvé sa victoire facile pour redorer son blason, comprend que même les upperclassmen qu'il a payés refusent désormais de s'approcher du garçon à qui il a eu la brillante idée de s'attaquer. L'univers vient encore de lui servir sa leçon préférée: tu peux jeter ton argent, ton nom de famille et tes menaces autant que tu veux. Si en face, c'est le type réincarné qui a tué le roi de la destruction, il n'y a qu'un seul rang qui te correspond vraiment. Futur Punching Ball. Et c'est là-dessus, chers spectateurs, qu'on va s'arrêter pour cet épisode avec notre garçon assis sur des coffres cachés, qui accepte un peu malgré lui une disciple surhumaine de riche, qui se retrouve avec une constellation rancunière en un collègue, et qui transforme des brutes de deuxième année en statistiques de risque de carrière. Restez avec nous pour la prochaine partie, où l'on verra à quoi ressemble vraiment un entraînement à 6 heures du matin avec un dieu martial, et combien d'autres nobles peuvent encore faire la queue pour ruiner leur vie devant lui.